Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger le sujet de brevet de maths de l'année dernière, donc 2025, le sujet métropole. Dans la description, je vous mettrai l'adresse du site où on peut trouver tous les sujets et tous les corrigés, de tous les sujets de brevet de 1951 jusqu'à 2025. Donc ça peut être très pratique pour réviser le brevet. Donc le premier exercice de ce sujet, c'est, l'exercice 1 il est sur 20 points et c'est de la probabilité. Donc on a deux urnes, on a l'urne A où on a des boules avec ces nombres-là, l'urne B où on a des boules à l'intérieur avec ces nombres-là, et la première question c'est, on tire une boule dans l'urne A, quelle est la probabilité de tirer un nombre pair? Donc si on appelle E l'événement de tirer un nombre pair dans l'urne A, la probabilité de E, c'est le nombre de boules paires, donc il y en a combien là? Les nombres pairs, donc c'est tout ce qui finit par 0, 2, 4, 6, 8, donc il y a 10, 12, 24 et 30, donc il y a 4 boules qui ont un nombre pair, et en tout il y a 6 boules. Donc la probabilité c'est 4 sixièmes qui se simplifie aussi en 2 tiers, puisqu'on divise par 2 en haut et en bas, ça on peut simplifier la fraction du coup. Et donc on a 2 chances sur 3 de tirer un nombre pair dans l'urne A. Ensuite la deuxième question, c'est justifier que la probabilité d'obtenir un nombre premier dans l'urne B est de 1 tiers. Donc là cette fois, si on appelle l'événement F tirer un nombre premier dans l'urne B, la probabilité de F, ça va être quoi? On a vu là pour voir la probabilité de tirer un nombre pair, il fallait compter le nombre de nombres pairs. Il y en avait 4 et divisé par le nombre en tout. Donc là, par le nombre de boules en tout. Donc ici, il y a combien de boules déjà? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a 9 en tout. Donc on sait que ça va être divisé par 9 parce que c'est le nombre d'issues possibles. C'est 9 issues possibles. Et tirer un nombre premier dans l'urne B, ben en fait, il faut compter le nombre premier qu'il y a dans l'urne B. Alors là, il y a combien de nombres premiers? Donc 2, c'est un nombre premier. Donc je rappelle, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible que par lui-même et par 1. Donc 2, il est divisible que par 2 et par 1. Donc c'est un nombre premier. 5, c'est un nombre premier. 6, c'est pas un nombre premier parce qu'en plus d'être divisible par 6 et par 1, c'est aussi divisible par 2 et par 3. Donc c'est pas un nombre premier. 8, pareil, en fait il suffit de trouver un troisième diviseur, parce que tous les nombres sont divisibles par eux-mêmes et par 1, sauf 0. Mais du coup, si on trouve un autre diviseur, que eux-mêmes et 1, c'est pas un nombre premier. Donc ça c'est divisé par 2 par exemple, donc c'est pas premier. Ça c'est divisé par 2, c'est pas premier. 17 c'est un nombre premier, donc on en a 3, 2, 5, 17. 18 c'est divisible par 2, c'est pas premier. 21 c'est divisible par 7 ou 3 parce que c'est 7 fois 3, donc c'est pas premier. 22 c'est divisible par 2, donc c'est pas premier. 25 c'est divisible par 5 parce que ça finit par un 5 et c'est 5 fois 5, 25. Donc ce n'est pas premier. Donc au final on en a combien des nombres premiers? On en a 3. Et en tout on a 9 issues possibles, donc ça fait 3 sur 9. Et ça, cette fraction, on peut la simplifier en divisant par 3 en haut et en bas, ça fait 1 tiers. Et du coup, on a bien prouvé que la probabilité d'obtenir un nombre premier dans l'urne B est 1 tiers. Ensuite, la troisième question, c'est quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6. Donc là, il faut trouver les multiples de 6 dans chaque urne. Donc dans la A, les multiples de 6, on a 12, parce que multiple de 6, donc c'est dans la table de 6. 6 fois 2, ça fait 12. 6 fois 3, 18, ça y est pas. 6 fois 4, 24, donc il y a 24. Et 6 fois 5, 30. Donc du coup, il y a 3 multiples de 6 dans l'urne A. Dans l'urne B, qu'est-ce qu'il y a? Donc 6 fois 1, donc 6, c'est un multiple de 6. 12, il n'y est pas. 18, c'est 6 fois 3, donc c'est un multiple de 6. Et après, c'est tout. Parce que 24, il n'y est pas, et après 30, et du coup, voilà, donc on a dépassé. Donc il y a 3 multiples de 6 dans l'urne A, et on a 2 multiples de 6 dans l'urne B. Donc ça, c'est la question 3, ça. La question 4, c'est on tire au hasard une boule dans l'une des deux urnes, et on doit démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quelle que soit l'urne choisie. Donc là, pour ça, pareil, on va encore compter le nombre de nombres supérieurs à 20, du coup, dans chaque urne, et démontrer et calculer la probabilité dans l'urne A et dans l'urne B, et normalement les probabilités doivent être pareilles, parce qu'on nous demande de démontrer que les probabilités sont égales quelle que soit l'urne qu'on choisisse. Donc, la question 4, ici, les boules supérieures à 20, on a 24 et 30, donc on en a 2, et ici, les boules supérieures à 20, on a 21, 22 et 25. Donc, l'événement, je ne vais pas nous donner des lettres, mais je vais juste marquer P égale, mais on pourrait faire comme avant, marquer G, c'est l'événement G, c'est tirer une boule supérieure à 20 dans l'urne A, et après faire un autre événement, tirer une boule supérieure à 20 dans l'urne B. On pourrait refaire comme on a fait dans la première question et la deuxième question. Mais là, on va juste pour simplifier, pour aller un peu plus vite. Dans l'urne A, il y a 2 boules supérieures à 20, donc, et le nombre d'issues total, il y a 6 boules totales, donc ça fait 2 sur 6. 2 sur 6, on peut diviser par 2 en haut et en bas, on peut simplifier du coup la fraction, c'est 1 tiers. Dans l'urne B, la probabilité d'avoir un nombre supérieur à 20, là il y en a 3, donc, il y a 3 boules supérieures à 20, et il y en a 9 en tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ça, 3 neuvièmes, on peut le simplifier en divisant par 3 en haut et en bas, donc ça fait 1 tiers. Donc on voit que la probabilité de tirer un nombre supérieur à 20 dans l'urne A, ça fait 1 tiers, et dans l'urne B, ça fait 1 tiers. Donc les probabilités sont bien égales. Et donc,
Ça répond à la question 4. Ensuite, la question 5. En repartant avec la composition initiale des urnes A et B, on décide d'ajouter une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Donc là, on va rajouter une boule. Alors là, j'ai la place, mais là, j'ai pas trop la place. Donc 50. Et ici, on va la mettre ici, 50. Donc on rajoute une boule dans chaque urne, une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Et on nous demande, dans ces conditions, est-ce que la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est-elle toujours égale, quelle que soit l'urne choisie? Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça va changer le nombre total de boules. Donc ici, au lieu de 6, il va y avoir 7. Et ici, au lieu de 9, il va y avoir 10. Et ça va changer le nombre d'issues favorables, parce que vu que 50 c'est un nombre supérieur à 20, mais du coup, au lieu de 2, on va passer à 3, et de 3, on va passer à 4. Donc la question 5, la probabilité dans l'urne A, donc en tout, il y a 7 boules cette fois, parce qu'il y en avait 6 plus 1, donc c'est divisé par 7. Et combien il y a de boules supérieures à 20? Ben, il y a 24, 30 et 50 cette fois, donc il y en a 3. Donc là, ça fait 3 sur 7. Et dans l'urne B, ben pareil, là, il y en avait 9 avant, on en a rajouté une, donc ça fait 10, donc il y a 10 boules en tout. Et 1, 2, 3, 4, il y a 4 boules qui sont supérieures à 20, donc ça fait 4 sur 10. Et là, cette fois, en rajoutant, ben en fait, 3 septièmes, c'est pas égal à 4 sur 10. 4 sur 10, c'est égal à 0,4, et 3 septièmes, c'est environ égal à 0,43, si vous arrondissez à 2 chiffres après la virgule. Donc du coup, ce n'est pas égal. Donc là, la réponse à la question 5, c'est les probabilités ne sont pas les mêmes dans l'urne A et B si on rajoute une boule 50. Donc l'exercice 2. Donc l'exercice 2, c'est le fameux exercice où il y a un triangle rectangle. Alors vous pouvez vous amuser à regarder tous les sujets des brevets des années d'avant. En général, à tous les brevets, il y a un exercice avec un triangle rectangle. Donc dans les triangles rectangles, dans votre tête, ça doit déclencher un souvenir, c'est que forcément, le triangle rectangle, on peut utiliser quoi? Pythagore, cosinus, sinus, tangente. Et souvent, en plus, on utilise des triangles rectangles où il y a des droites parallèles dedans, donc on peut utiliser le théorème de Thalès. Et du coup, souvent, dans les exercices de brevet où il y a un triangle, on doit utiliser soit Pythagore et sa réciproque, soit Thalès et sa réciproque, soit cosinus, sinus, tangente. En général, au moins 2 parmi les 3 grands sujets, voire les 3, ça dépend des questions. Il faut se dire qu'il faut bien réviser cosinus, sinus, tangente, le théorème de Pythagore et la réciproque, et le théorème de Thalès et la réciproque, parce que c'est 100% sûr que vous allez tomber dessus au brevet, quasiment 100% sûr. Vous pouvez regarder, faire les sujets précédents, vous allez voir. Donc là, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a une course à pied, donc le texte, je vais l'afficher là, et en fait, on représente le parcours de la course à pied. Et donc, ça donne ça. Donc là, on a un angle droit ici, on a l'angle C qu'on va devoir calculer plus tard. Ici, on nous dit que, donc là, il y a le point D, le point E. Ici, on nous dit qu'il y a 50 mètres. Ici, la distance totale, c'est 250 mètres. Ici, c'est 480 mètres. Et ici, c'est 120 mètres. Donc là, on a fait la figure. Et on nous dit justifier que AD égale 200 mètres. Bon, la première question, c'est facile. AD, c'est juste la distance totale moins les 50 mètres parce que c'est DE. Donc AD, c'est juste 250 moins 50. Donc ça fait 200 mètres. Là, c'est pas trop, là, c'est pas compliqué. Si vous vouliez marquer avec les lettres pour être encore plus rigoureux, vous diriez AD, c'est égal à A moins DE. Et du coup, ça fait ça, 250 moins 50, et donc ça fait 200 mètres. La question 2, par contre, elle est un peu plus intéressante, c'est calculer CD. Donc maintenant, on sait que ici, ça fait 200 mètres, et on nous dit de calculer CD. Alors normalement, là, vous voyez triangle rectangle, et on vous demande de calculer CD, et CD, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Et normalement, quand vous avez un triangle rectangle et que vous connaissez deux longueurs, et que vous voulez calculer la troisième longueur, ça doit automatiquement vous déclencher « Ah, c'est le théorème de Pythagore qu'il faut que j'utilise ». Donc, on le rédige bien comme il faut. Toujours, attention, bien rédigé. La rédaction est très importante au brevet. Il y a beaucoup de points sur la rédaction. Vous pouvez faire une rédaction parfaite et le résultat est faux, et vous aurez la majorité des points juste parce que vous avez la rédaction parfaite. Donc la rédaction, c'est quoi? Donc d'abord, il faut dire le triangle ACD est rectangle en C. Ensuite, il faut citer le nom du théorème que vous utilisez. Donc vous dites, donc, d'après le théorème de Pythagore. Et ensuite, là, il faut mettre l'égalité de Pythagore. Donc l'égalité de Pythagore, c'est quoi? C'est l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc là, l'hypoténuse, c'est CD. Donc CD au carré, c'est égal à quoi? C'est égal à AD au carré plus AC au carré. Là, déjà, si vous avez écrit tout ça, vous avez la majorité des points dans l'exercice. Même si après, vous faites tout faux. Vous allez perdre des points parce que vous avez fait faux, mais normalement, d'après les barèmes, alors les barèmes changent selon les années, mais vous allez avoir la majorité des points. Ensuite, là maintenant, on remplace les valeurs qu'on connaît, donc AD, ça fait 200, donc AD au carré, ça fait 200 au carré, plus AC au carré, donc AC, ça vaut 480, donc là, c'est 480 au carré. On fait ça, alors vous avez le droit à la calculatrice. Alors cette année, ça change, vous allez avoir une partie automatisme sans calculatrice et après une partie avec calculatrice. Mais la partie sur Pythagore, vous aurez le droit à la calculatrice. Donc là, vous faites 200 au carré, si vous avez besoin de la calculatrice, vous faites à la calculatrice, mais ça fait 40 000. Et 480 au carré, vous aurez sûrement besoin de la calculatrice, même moi j'en ai besoin, donc ça fait 230 400. Alors, on pourrait le faire de tête, mais c'est embêtant, quoi. Tant qu'à faire, autant gagner du temps. Et du coup, quand on additionne tout ça, ça fait du coup 270 400. Donc là, on a CD au carré qui vaut 270 400. Et donc, comment on fait pour calculer CD? Pour passer de la longueur au carré à la longueur
sans le carré du coup, il faut faire, je vous rappelle, racine carrée. Donc là, on fait racine carrée de 270 400. Et là, pareil à la calculatrice, ça fait CD égale 520. Donc du coup, CD égale 520 mètres. Donc là, même vous pouvez le marquer sur la figure, vous marquez la distance, et du coup, ça fait CD égale 520 mètres. Et là, on a calculé CD, et on a bien rédigé. Et donc ça finit la question 2. Ensuite, la question 3, c'est pour que le parcours soit validé, il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles. Alors là, normalement, automatiquement aussi, vous voyez deux triangles, parce qu'il y a le triangle ACD et ABE, et on vous demande de prouver que ces droites-là sont parallèles, automatiquement, normalement, si vous maîtrisez bien le programme de maths, ça doit vous crier réciproque du théorème de Thalès. Donc là, c'est ça qu'on va utiliser. Donc il est nécessaire que les droites CD et BE soient parallèles, et que la mesure de l'angle ACD, donc cet angle-là, soit supérieure à 20 degrés. Et là, pour la mesure de l'angle, vous avez un triangle rectangle où on vous demande un angle, donc du coup vous savez que vous pouvez utiliser cosinus, sinus, tangente. Après ça va dépendre de quelle distance vous avez, mais bon là vous avez les trois longueurs du triangle, donc en fait vous pourrez utiliser ce que vous voulez, cosinus, sinus ou tangente. La question A, c'est démontrer que les droites CD sont parallèles. La question B, c'est est-ce que la mesure de l'angle est supérieure à 20 degrés, donc on va calculer la valeur de l'angle, comme ça on verra si c'est supérieur. Si l'angle est supérieur à 20 degrés et que les droites sont parallèles, alors le parcours est validé. Donc d'abord la question A, les droites CD et BE sont-elles parallèles? Donc là on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Alors pour utiliser la réciproque du théorème de Thalès, il faut vérifier si les rapports qu'on a dans le théorème de Thalès sont égaux. S'ils sont égaux, alors les droites sont parallèles, s'ils ne sont pas égaux, les droites ne sont pas parallèles. Donc là, si les droites étaient parallèles et qu'on devait faire les rapports de Thalès, en fait, donc ça serait les droites qui seraient parallèles, ça serait CD et BE, donc les rapports, ce qu'il faut calculer, c'est AD sur AE, donc petit côté sur grand côté, alors vous pouvez faire aussi grand sur petit, mais moi j'ai l'habitude de faire petit sur grand, donc vous faites AD sur AE, vous calculez, attention il faut faire les calculs séparément, il ne faut pas écrire directement les égalités, parce que là vous ne savez pas si les droites sont parallèles, donc si elles ne sont pas parallèles, ça ne sera pas égal, et donc vous allez calculer AD sur AE, et calculer AC sur AB, et voir est-ce que ces rapports sont égaux. Donc comment on rédige ça? Parce que pareil, là la rédaction c'est très important. Donc il faut dire, si les droites CD et BE sont parallèles, et après, alors il y a un point qu'il ne faut pas oublier, c'est l'alignement, l'ordre d'alignement des points. Donc il faut aussi dire, les points A, C, B sont alignés dans cet ordre, A, C, B sont alignés dans cet ordre, et les points A, D, E sont alignés dans cet ordre. Donc si on a tout ça, on a une configuration de Thalès, et donc les rapports à calculer, ça serait AD sur AE, on va calculer ça, et séparément on va calculer AC sur AB. Et du coup, AD sur AE, donc ça fait 200, parce que AD c'est 200 mètres, sur AE, alors attention, il ne faut pas mettre 50, AE c'est la distance totale, je vous rappelle, il faut repartir de A à chaque fois, il ne faut pas faire AD sur DE, il faut faire AD sur AE, il faut prendre la grande distance. Donc ça fait 250, et AC sur AB c'est 480, et la distance totale, donc AB c'est 480 plus 120, donc ça fait 600. Alors là vous avez deux possibilités, soit vous simplifiez les fractions, et vous voyez que après ça va faire du coup, en simplifiant au maximum, ça va faire 4/5. Donc là c'est en divisant par 50. Et là pour trouver, il faut simplifier par 10, donc ça fait 48 sur 60. Et après 48 sur 60, il faut diviser par 12 encore pour trouver 4/5. Donc vous pouvez dire que c'est 4/5. Soit vous le faites juste à la calculatrice, vous n'êtes pas obligé de simplifier les fractions de tête ou en calculant. Vous faites 200 sur 250, ça va vous donner soit 4/5 sous forme fractionnaire, soit 0,8. Et là ça va vous donner 0,8. Attention, si c'est un exercice où ça faisait 0,8 et là c'était environ 0,8, genre 0,80 et un 2 après, donc pas exactement 0,8, même si ça s'arrondit à la même valeur, si c'est pas la même valeur, ce sera pas parallèle, il faut que ce soit la valeur exacte. Là c'est la valeur exacte, 0,8 c'est la valeur exacte. On écrit donc AD sur AE égale AC sur AB, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites CD et BE sont parallèles. Et donc là on a prouvé la première question, donc la première partie du critère qui est, du coup là les droites sont parallèles. Maintenant ce qu'il faut c'est calculer la valeur de l'angle ACD pour voir si l'angle est supérieur à 20 degrés ou pas. Donc on va faire ça maintenant. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, vu qu'on connaît les trois longueurs du triangle, on peut utiliser cosinus, sinus ou tangente. Alors après c'est comme vous préférez. Alors je vous rappelle le moyen mémotechnique pour les formules du cosinus, sinus, tangente, c'est K sautois. C'est un moyen mémotechnique que pas mal de monde utilise, donc normalement vous avez dû l'entendre parler. Cosinus c'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse, le sinus c'est l'opposé sur l'hypoténuse et la tangente c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc vous faites ce que vous voulez. Donc là on va faire le cosinus de l'angle ACD. Du coup le cosinus c'est quoi? Donc l'hypoténuse c'est DC et le côté adjacent c'est AC. Alors je rappelle, l'hypoténuse c'est le côté qui touche pas l'angle droit et le côté adjacent à l'angle ACD c'est le côté qui touche l'angle ACD et qui n'est pas l'hypoténuse, parce que ça c'est l'hypoténuse. Il touche l'angle ACD mais c'est l'hypoténuse, et donc le côté adjacent c'est l'autre côté qui touche l'angle
Donc c'est AC. Si on remplace, ça fait que le cosinus, donc AC ça fait 480, DC ça fait 520. Alors là, si on fait ça à la calculatrice, ça fait environ 0,92, en arrondissant à 2 chiffres après la virgule. Là je l'ai mis, mais en fait on va pas utiliser cette valeur là, parce que là on a fait un arrondi déjà, et si après on utilise cette valeur pour trouver l'angle, on va faire un arrondi d'arrondi, ça va mettre de l'imprécision dans le résultat. Donc je l'ai quand même marqué au cas où, mais c'est mieux de ne pas forcément arrondir, vous arrondissez pas la valeur du cosinus, et après vous utilisez juste la valeur exacte qui est 480 sur 520. Et donc comment on trouve après l'angle ACD? Là on a la valeur du cosinus qui vaut 480 sur 520, et du coup la valeur de l'angle ça va être arccos de du coup 480 sur 520. Et si vous faites arccos de 0,92, vous aurez une valeur un peu différente parce que vous aurez fait l'arrondi d'un arrondi. Et là, arccos de 480 sur 520, ça fait environ 22,6 degrés. Donc ça, c'est arrondi à un chiffre après la virgule. Souvent, on arrondit à l'unité les angles parce que des dixièmes de degrés, ça change vraiment pas grand-chose. Donc là, on aurait pu arrondir à 23 degrés, mais là, c'est pas très important, on nous demande même pas un arrondi, parce que la question, c'est est-ce que la mesure de l'angle ACD est supérieure à 20 degrés? Donc là, on peut dire la réponse à cette question, donc là, c'est la question B, ça, c'est la question B, la réciproque du théorème de Thalès, c'était la question A. L'angle ACD, il est supérieur à 20 degrés. Donc peu importe qu'on arrondisse à 23 ou à 22,6, ça change pas grand-chose. L'angle ACD, il est plus grand que 20 degrés. Et du coup, la question C, on nous demande est-ce que le parcours est validé? Ben, on a dit, d'après la question A, que les droites CD et BE sont parallèles. Là, on vient de trouver que ACD, c'est supérieur à 20 degrés. Et donc ça, c'est nos deux conditions pour valider le parcours. Donc, le parcours est validé. Donc là, voilà, donc là, on a fait déjà un gros morceau de l'exercice 2. Et après, il y a une deuxième partie qui est du coup la natation. Donc dans une épreuve de natation, il faut nager une distance de 200 mètres et en fait on a le temps de 9 élèves. Donc 5 minutes 30, 5 minutes 40, 5 minutes 49, 5 minutes 50, 6 minutes, bon bref. Donc on a le temps de 9 élèves et la question 4 c'est quel est le temps médian de cette série. Et la question 5, un poisson rouge nage à la vitesse de 5 km/h, nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Donc maintenant on va faire ça. Là je viens d'écrire tous les temps, donc 5 minutes 30, 5 minutes 45, 5 minutes 49, 5 minutes 50, 6 minutes, 6 minutes 11, 6 minutes 12, 6 minutes 20 et 6 minutes 40. Et on nous demande le temps médian. Alors, le temps médian, du coup c'est la médiane de la série. Je rappelle, il faut trouver du coup la valeur qui sépare la série de nombres en deux blocs où il y a le même nombre de valeurs à gauche et à droite de cette valeur-là. Donc c'est la valeur au milieu, entre guillemets. Mais il y a toujours un piège, alors souvent il y a un piège qu'il faut faire attention, c'est il faut que les valeurs de la série soient mises dans l'ordre croissant ou décroissant. Donc là, ils ont été gentils, ils nous ont mis la série dans l'ordre croissant déjà. Donc on n'a pas besoin de rechanger l'ordre, etc. Parfois ils peuvent vous donner des séries qui ne sont pas dans l'ordre, et si vous prenez la valeur du milieu sans remettre dans l'ordre, vous vous trompez de valeur. Donc là, combien il y a de valeurs? Donc il y a 9 élèves, donc il y a 9 valeurs normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors quand il y a un nombre impair de valeurs, c'est plus gentil que quand il y a un nombre pair de valeurs. Quand il y a un nombre impair, c'est facile, parce qu'en fait, si on va faire un exemple avec un nombre impair plus facile à visualiser, parce que 9, il y a quand même un peu trop de valeurs pour visualiser plus facilement. Si par exemple, je vous donne 3 valeurs, donc 3 valeurs c'est impair, hein, et que je vous dis 10, 12, 15 par exemple, la valeur médiane, donc la valeur qui sépare la série de nombres en deux, ben, c'est évident, c'est le 12, parce qu'il y a un nombre à gauche du 12 et un nombre à droite du 12. Donc là, vous voyez, quand il y a 3 valeurs, il ne faut pas se dire « Ah, ça sépare en 2, du coup on fait 3 divisé par 2, ça fait 1,5 ». Ça, c'est un raccourci que les élèves font souvent et c'est un piège, il ne faut pas le faire. Il faut vraiment se visualiser et se dire, bon là, j'en ai 3, du coup, la valeur du milieu, c'est celle-là. Donc là, vous voyez, en fait, c'est la deuxième valeur. Donc là, il faut écrire la liste, et après, vous voyez comment vous séparez à gauche et à droite. Donc là, bon, j'ai écrit sur 2 lignes, mais parce que j'ai pas la place sur le tableau, mais que ce soit sur 2 lignes ou une ligne, ça change rien. Si vous voulez, il faut le même nombre de valeurs en dessous que au-dessus de la valeur médiane. Donc là, le temps médian, c'est quoi? S'il y en a 9, si vous faites 9 divisé par 2, vous allez dire ah, c'est 4,5 donc ça tombe pas juste. Mais là, je vous ai dit 3 divisé par 2, ça fait 1,5, donc il ne faut pas diviser par 2 en fait. Il ne faut pas faire 9 divisé par 2. Il faut se dire qu'à partir de quelle valeur j'ai autant à gauche qu'à droite, à gauche et à droite de cette valeur. Donc là, vous en avez 9. Donc vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 en partant du début, 1, 2, 3, 4 en partant de la fin. Est-ce qu'on est d'accord que si j'entoure 6 minutes, j'ai 4 valeurs en dessous et 4 valeurs au-dessus? Donc le temps médian, c'est 6 minutes. Et donc là, on a répondu à la question 4. Donc la rédaction, vous marquez 6 minutes et le temps médian de la série. Pour la rédaction, là, vous pouvez rédiger de plusieurs façons différentes. Souvent, les rédactions sur le théorème de Pythagore, Thalès, etc., c'est quand même très similaire. Vous ne pouvez pas rédiger de façon complètement différente. Par contre, là, voilà, la façon de rédiger, ça peut changer un peu. Ensuite, la question 5, c'est est-ce que les élèves sont plus rapides qu'un poisson rouge qui nage à la vitesse de 5 km/h? Donc 5 km par heure. Donc la question c'est, un poisson rouge nage-t-il plus vite que l'élève le plus rapide? Donc l'élève le plus rapide, c'est celui qui a fait les 200 mètres en 5 minutes 30 du coup, avec le moins de temps. Donc l'élève le plus rapide, c'est lui.
Donc il a fait 200 mètres en 5 minutes 30. Ok. Donc là, on va calculer sa vitesse et on va voir est-ce que c'est plus ou moins que 5 km par heure. La formule de la vitesse, c'est distance sur le temps. Donc c'est la distance divisée par le temps. Alors ça, même si vous ne connaissez pas la formule, vous pouvez le retrouver. Une vitesse, donc là on a 5 km/h, hein, le kilomètre par heure, pour le poisson rouge. Vous voyez, c'est kilomètres par heure. Juste avec l'unité de la vitesse, vous pouvez retrouver la formule. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, c'est des kilomètres, c'est une distance. Par la barre, c'est divisé, et heure, c'est un temps. Donc en fait, si vous regardez juste l'unité, c'est une distance divisée par un temps. Donc c'est la vitesse, c'est distance divisée par un temps. Là, ça tombe bien, on a une distance, et là, on a un temps. Mais attention, là, vous ne pouvez pas faire 200 mètres sur 5 minutes 30. Il faut que ce soit dans une seule unité. Là, vous avez des minutes et des secondes. Donc d'abord, ce qu'il faut faire, c'est transformer 5 minutes 30, soit tout en minutes, soit en secondes. C'est mieux de mettre en secondes, parce que comme ça, on aura des mètres par seconde, et après, on transformera les mètres par seconde en kilomètres par heure. Parce que si vous mettez tout en minutes, vous aurez des mètres par minute. Vous pouvez le faire aussi, mais c'est juste que les unités officielles de la vitesse, c'est soit des kilomètres par heure, soit des mètres par seconde. Donc c'est mieux de transformer là en mètres par seconde. Donc 5 minutes 30 secondes, 5 minutes, ça fait quoi? Ça fait 5 fois 60. Parce que je rappelle, pour transformer les minutes en secondes, vous faites 1 minute, c'est égal à 60 secondes, on est d'accord? Donc pour passer de là à là, pour passer de 1 à 60, vous faites x 60. Pour passer de 60 à 1, vous faites diviser par 60. Et donc, pour passer des minutes aux secondes, vous faites x 60. Pour passer des secondes aux minutes, vous faites diviser par 60. Là, on veut transformer des minutes en secondes. Donc, on fait x 60. Donc là, ça fait 5 x 60, ça fait 300. Plus 30 secondes. Parce qu'il ne faut pas oublier ces 30 secondes-là. Et donc, ça fait 330 secondes. Donc, la vitesse, distance sur le temps, la distance, c'est 200 mètres. Et sur 330 secondes. Et donc ça, c'est des... Donc là, on peut le simplifier en 20 sur 33. Hein. Alors, si vous voulez une valeur exacte, ça fait environ égal à 0,6. Et du coup, c'est des mètres par seconde. Mais nous, on veut des kilomètres par heure. Donc là, il faut transformer les mètres par seconde en kilomètres par heure. Comment on fait pour transformer des mètres par seconde en kilomètres par heure? Il faut transformer les mètres en kilomètres et les secondes en heures. Alors, une heure, je vous rappelle, c'est 3600 secondes. Donc du coup, pour passer de 1 à 3600, on fait x 3600. Donc pour passer des heures aux secondes, on fait x 3600. Et pour passer des secondes aux heures, on fait diviser par 3600. Et 1 km, c'est égal à 1000 mètres. Donc pour passer des kilomètres au mètre, on fait x 1000. Et pour passer des mètres au kilomètre, on fait diviser par 1000. Vous faites 20 divisé par 1000 en haut. Et en bas, les secondes, c'est 33 divisé par 3600. Parce que pour passer des secondes aux heures, vous faites ça. Faire ça, c'est pareil, quand on divise par 3600 en bas, en fait, c'est comme si on multipliait par 3600 en haut. Donc en fait, quand on fait x 3600 divisé par 1000, là, c'est pareil que faire 20 sur 33 fois 3,6. Donc ça, vous pouvez le retenir ou le retrouver comme ça. C'est pour passer des mètres par seconde au kilomètre par heure, on multiplie par 3,6. Et donc ça fait environ égal à 2,2 km par heure. C'est 2,18, mais j'ai arrondi un chiffre après la virgule. Donc ça fait environ 2,2 km par heure. Alors là, vu qu'il y a les conversions d'unités, etc., c'est possible que vous vous trompiez, que vous divisiez au lieu de multiplier par 3600, ou etc. Bon, voilà. C'est possible que vous ayez une erreur, mais après, il faut que absolument que vous analysiez votre résultat. Si vous trouvez que l'élève, il fait du 200 km par heure à la nage, normalement, dans votre tête, vous devez vous dire, il y a un petit souci. Un élève qui nage à 200 km par heure, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc il faut absolument analyser votre résultat. Là, 2,2 km par heure, ça semble être cohérent dans le bon ordre de grandeur. Donc du coup, voilà comment on fait. Alors si vous n'êtes pas trop à l'aise avec les conversions, je vous invite à faire plus d'exercices sur les conversions de mètres par seconde en kilomètres par heure. C'est en pratiquant, vous vous améliorerez. Et donc là, on a fini l'exercice 2. Maintenant, on va passer à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, c'est un QCM. Donc c'est des petites questions où il n'y a pas besoin de justification. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas besoin de justification que vous ne devez pas rédiger un minimum de justification. Pourquoi? D'abord, c'est pour que nous, les correcteurs, on sache qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour trouver le résultat, mais c'est aussi pour vous aider, vous. La rédaction, ça vous permet de faire des calculs étape par étape et d'avancer correctement dans le calcul. Souvent, le problème qu'on a, c'est que si on va trop vite, qu'on fait tout dans la tête et qu'on va trop vite, on va faire des erreurs d'inattention, on va oublier une étape, ou on va faire des petites erreurs de calcul, ou une erreur de signe, etc. Donc, écrire la justification, c'est important pour vous en fait aussi. Donc là, même si on ne vous demande pas de l'écrire, on vous demande juste d'entourer la bonne réponse. Alors non, on ne vous demande pas d'entourer la bonne réponse, on vous dit de copier le numéro avec la réponse. Donc on vous dit juste question 1, réponse A par exemple. Question 2, réponse D. Voilà. Des choses comme ça. Donc il n'y a aucune justification, mais vous, sur le brouillon, vous écrivez les calculs au moins. Donc là, la question 1, c'est le prix de 3 melons est de 8,40 €. Combien coûte 5 melons? Donc là, vous savez que 3 melons, ça coûte 8,40 €. Donc
Donc ça c'est la question 1. Donc on va calculer le prix de 1 melon. Si 3 melons coûtent 8,40 €, 1 melon ça coûte 8,40 € divisé par 3. Si on fait 8,4 divisé par 3, ça fait 2,80 €. Donc 1 melon ça coûte 2,80 €. Et ensuite pour voir combien coûte 5 melons, on fait juste 5 fois 2,80 € et ça fait 14 €. Vous l'écrivez sur le brouillon et après vous voyez ça, vous dites bon ok j'ai trouvé 14 €. Quelle est la réponse? Ben là on voit la réponse C, ça fait 14 €. Donc là, on écrit réponse C. La deuxième question, c'est quelle transformation permet de passer de la figure 1 à la figure 2? Alors là, le problème, c'est que je vous affiche l'image, mais je ne l'ai pas là en vrai. Et du coup, en fait, dans l'idéal, il faudrait que j'ai l'image pour que je vous montre l'axe de symétrie, parce que du coup, c'est une symétrie. Alors, on va faire par élimination. Si vous faisiez une translation, vous savez, une translation, c'est juste un déplacement de la figure. Il n'y a pas de rotation, pas de changement de direction ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, les figures, elles ne sont pas inclinées pareil. Donc du coup, ça ne peut pas être une translation. Vous voyez la figure 2, il y a la pique qui est vers le haut, et la figure 1, la pique, elle est vers la droite. Donc du coup, si c'était une translation, la pique, elle resterait vers la droite. Le point en haut à droite. Il resterait tout le temps vers la droite. Donc c'est pas une translation. Une symétrie centrale, ça retournerait la figure. Donc le haut serait en bas, le bas en haut, etc. Donc là, ça ne marcherait pas non plus. La seule chose que vous pourriez hésiter, c'est entre la rotation et la symétrie axiale. Vous pourriez vous dire, ah oui, si vous prenez là l'espace là entre la figure 1, donc là il y a la figure 1 ici, et la figure 2 là, et que vous faites, que vous dites, voici le centre de rotation il est là, et que je tourne la figure comme ça, vous pourrez vous dire, oui, si vous tournez la figure comme ça, vous pourrez vous dire, ouais, peut-être que ça fait la rotation. Le problème, c'est que si ça tournait comme ça, vous voyez, la pique là, qui est en haut à droite de la figure, en tournant, elle serait vers le bas. Elle serait vers le bas, parce qu'elle est comme ça, et elle passe vers le bas. Sauf que là, la pique, elle est vers le haut. Donc, en fait, c'est la symétrie axiale, et l'axe, en fait, il coupe, c'est la diagonale qui coupe les carreaux en deux. Donc, c'est la diagonale qui est inclinée à 45 degrés. Et vous voyez, il y a un petit carré de 4 petits carreaux, là, entre la figure 1 et la figure 2. Ben, si vous coupez ce petit carré en diagonale, et que vous prolongez, c'est l'axe de symétrie. Donc, la question 2, donc là, il n'y a pas vraiment de rédaction à faire, hein. Du coup c'est la réponse D ça. Il faut s'imaginer et essayer de faire les transformations qu'on nous dit et voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. La question 3, on nous dit un article coûte 350 € et son prix augmente de 20%, quel est le nouveau prix? Alors du coup c'est une question de pourcentage basique, mais je sais que parfois pourcentage même basique c'est un peu compliqué. Donc là on doit calculer du coup 20% de 350 €. Alors comme j'ai dit dans mes vidéos sur les pourcentages, que j'en ai au moins 3 ou 4 je crois, donc vous pouvez voir plein de fois. Moi j'aime bien écrire 20% de 350 €, la chose qu'on doit calculer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça c'est une phrase, enfin plus ou moins, les profs de français seraient peut-être pas d'accord, mais on peut transformer ça en maths. 20%, qu'est-ce que c'est? C'est 20 sur 100. 350 € c'est 350. Et en fait, 2, le mot 2, DE, c'est toujours en maths tous les mots comme ça, c'est toujours multiplié. Donc en fait, pour calculer 20% de 350, il faut juste faire 20 sur 100, qui est 20%, fois 350. Alors là, vous pouvez le faire de tête, vous n'avez pas besoin de calculette. Alors si vous avez besoin de la calculatrice, faites-le la calculatrice, vous faites ça à la calculatrice. Mais quand vous faites de tête, vous calculez 10% de 350, du coup 10% c'est divisé par 10, parce que 10% ça représente 1/10 de 100%. Donc vous faites diviser par 10, donc ça fait 35, donc 10% de 350 ça fait 35, et 20% c'est juste 2 fois 10%, donc ça fait 2 fois 35, donc ça fait 70 €. Donc ça, c'est l'augmentation, parce que le prix il augmente de 20%. C'est pas une réduction, là c'est une augmentation, donc il faut bien lire l'énoncé. Et donc du coup, ça veut dire que le prix, donc ce prix-là augmente de 70 €, donc ça fait 350 plus 70, ça fait 420 €. Et là, vous regardez quelle réponse dit ça, et du coup, c'est la réponse A. La question 4, on a un triangle rectangle. Voilà votre forme géométrique préférée, que vous devez maîtriser parfaitement quand vous arrivez au brevet. Et on vous dit quelle est l'aire du triangle ABC. Donc là, vous voyez, on a AB qui vaut 6 cm, BC qui vaut 4,5 et AC qui vaut 7,5. Alors ça, c'est formule de l'aire d'un triangle. Donc l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Ça, c'est une formule à savoir par cœur, hein. Donc si vous connaissez pas vos formules des aires et des périmètres, des figures classiques, il faut les apprendre par cœur. Donc c'est base fois hauteur divisé par 2. Qu'est-ce que c'est la base? Qu'est-ce que c'est la hauteur? Donc là, je vais refaire la figure pour que vous voyez, parce qu'il faut que je trace la hauteur, donc là, je ne peux pas le tracer. Donc là, vous avez B, A, C. Ici, ça fait 6 cm. Ici, ça fait 4,5 cm. Et ici, ça fait 7,5 cm. Et donc, dans un triangle, il y a 3 bases et 3 hauteurs. On peut s'arranger. Par exemple, là, vous pourriez vous dire, là, je vais prendre la base, c'est 7,5, et la hauteur, c'est la perpendiculaire à la base qui passe par le côté opposé. C'est-à-dire, donc si ça, on prend comme ça comme base, on fait la perpendiculaire à la base qui passe par le côté opposé, donc B, donc ça serait celle-là. Ça, c'est une hauteur de ce triangle. Le problème, c'est que cette longueur-là, on la connaît pas.
Donc ça, c'est la pire hauteur à prendre, parce qu'il faut connaître cette longueur. Et je répète plusieurs fois ça, parce que j'ai beaucoup d'élèves qui veulent faire ça, vous ne pouvez pas mesurer sur la figure. Là, c'est pas à l'échelle, la figure que vous avez sur le sujet, c'est pas à l'échelle. Donc si vous prenez votre règle et que vous mesurez, et vous dites « Ah, ça fait à peu près 3 cm », c'est faux. C'est pas à l'échelle. Donc jamais vous mesurez. Il y a un petit piège dans les triangles rectangles, c'est un truc que vous oubliez souvent, c'est que les hauteurs, vu que c'est la perpendiculaire à la base et qui passe par le côté opposé, en fait, quand on est dans un triangle rectangle, les hauteurs, il y a deux côtés qui sont des hauteurs aussi. En fait, AB et BC, c'est des hauteurs. Pourquoi? Ben, si on prend comme base AB et qu'on se dit, ok, donc ma base c'est AB et la hauteur c'est la perpendiculaire à AB qui passe par le côté opposé. Ben là, on a un angle droit. Donc ici, BC, c'est perpendiculaire à AB, ça passe par C. Donc du coup, si la base c'est AB, la hauteur c'est BC. Au contraire, si on prend comme base BC et qu'on se dit on veut faire la perpendiculaire à BC qui passe par le côté opposé, c'est-à-dire A, ben la perpendiculaire elle est là, puisqu'il y a un angle droit, et du coup la hauteur c'est AB. Donc en fait, la base, là on peut prendre la base, c'est 6 cm, donc on va dire que la base, on peut prendre soit AB, soit BC, c'est pareil, et la hauteur sera l'autre. Donc là en fait, on va dire ben, la base c'est AB, la hauteur c'est BC, et divisé par 2. Et du coup en remplaçant, donc ça le A c'est R, hein, c'est l'aire du triangle. En remplaçant, donc AB c'est 6, fois 4, BC c'est 4,5 sur 2, et 6 fois 4,5 sur 2, ça fait, alors ça vous pouvez le faire à la calculatrice, ou le faire de tête comme vous voulez, ça fait 13,5, et du coup c'est des centimètres carrés parce que c'est une aire. On fait des centimètres fois des centimètres, donc ça donne des centimètres carrés. Si c'était des mètres là, ça serait des mètres carrés. Et du coup là, c'est quelle réponse qui donne ça? C'est la réponse B. Et ensuite, la question 5, du coup, qui est la dernière question du QCM, c'est quelle est la forme développée et réduite de cette expression? Alors ben là, il faut faire de la double distributivité, du coup, c'est de la double distributivité. Donc là, on fait 2x fois x, plus 2x fois 4, plus 3 fois x, plus 3 fois moins 4. Donc je vais écrire toutes les multiplications. Donc 2x fois x, plus 2x fois moins 4. Alors si vous êtes à l'aise, le plus moins, là, vous savez que plus fois moins, ça va faire moins, donc vous pouvez mettre un moins directement ici, c'est pareil. Mais là, j'ultra détaille, vous n'êtes pas obligé de détailler à ce point-là. Là, c'est pareil, vous pourriez mettre un moins parce que ça fait plus 3 fois moins 4. Ça dépend comment vous avez appris. Tant que vous ne faites pas des erreurs de signes, c'est bon. Donc là, 2x fois x, ça fait 2x carré. Plus 2x fois moins 4, plus fois moins, ça fait moins. 2 fois 4, ça fait 8, et il y a le x. 3 fois x, donc ça fait plus 3x. Plus fois moins, ça fait moins, 3 fois 4, ça fait 12. Donc on a ça, et ça, c'est pas fini parce qu'on peut le réduire. Donc réduire, je rappelle, c'est regrouper les familles entre eux. Donc les x carrés avec les x carrés, les x avec les x, et les nombres tout seuls avec les nombres tout seuls. Les x carrés, il n'y a que ceux-là. Les nombres tout seuls, il n'y a que moins 12. Et il y a moins 8x plus 3x. Donc moins 8 plus 3, ça fait moins 5, et du coup x. Et donc du coup, la forme développée et réduite, c'est 2x carré moins 5x moins 12. Et quand on regarde les réponses, c'est la réponse A. Et enfin la question 6, alors je ne sais pas si j'ai dit que la question 5 c'était la dernière question, parce qu'en fait j'avais pas vu sur le sujet qu'il y avait une question 6. Donc la question 6 c'est quel est le volume de cette pyramide à base rectangulaire. Donc là je vous l'affiche là, j'ai pas trop envie de la redessiner je vous avoue, donc je vous l'affiche. Et donc là, cette fois il faut connaître votre formule de volume d'une pyramide. Donc je rappelle la formule le volume d'une pyramide, c'est l'aire de la base. Donc on fait un B majuscule, pas comme le petit b quand on faisait l'aire du triangle, que c'était base fois hauteur divisé par 2. C'était un petit b parce que la base c'est juste la longueur. Alors que là, le grand B c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. Donc il faut calculer l'aire de la base. Donc ici, la base, vous voyez, c'est un rectangle. Donc l'aire d'un rectangle, c'est côté fois côté. Et vous voyez la base rectangulaire là. Il y a un côté qui fait 7 cm et l'autre côté qui fait 4 cm. Donc le grand B, l'aire de la base, c'est 7 fois 4, donc ça fait 28 cm². Donc ce B là, ça fait 28. Et après la hauteur, alors la hauteur d'une figure en 3D, c'est une droite perpendiculaire à la base qui passe par le sommet opposé. Donc là, vous avez la base rectangulaire et la hauteur, en fait, vous tracez les diagonales et vous faites la perpendiculaire à ça et ça passe par le sommet de la pyramide. Et du coup, là, la hauteur, elle fait 12 cm. Donc H, ça fait 12 cm. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à remplacer les choses. Donc l'aire de la base, c'est 28. La hauteur, c'est 12. Et on divise par 3. Et quand vous faites ça, alors ça, vous pouvez faire ça à la calculatrice, hein, ça vous fait 112. Ou attention à l'unité, là, vous voyez, on multiplie des centimètres carrés par des centimètres. Donc ça fait des centimètres cubes. L'aire, c'est toujours en mètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés, kilomètres carrés, une unité de longueur au carré. Le volume, c'est toujours une unité de longueur au cube. Parce qu'on multiplie toujours 3 longueurs. Alors que là, on multiplie toujours que 2 longueurs.
Donc il faut bien faire attention aux unités, mais du coup ça fait 112 cm3. Et du coup c'est la réponse B. Et donc là vous avez fini l'exercice 3. Alors ensuite l'exercice 4 c'est un programme de Scratch. On a le programme qui est choisir un nombre, soustraire 4, multiplier par 2, ajouter 8. Et on nous dit vérifier si quand on choisit 10 comme nombre de départ, on obtient 20 avec ce programme. Donc on choisit un nombre, donc c'est 10. Et on dit dans le programme, on soustrait 4, donc on fait moins 4. On multiplie par 2, donc attention, on multiplie par 2 le tout, et on ajoute 8. Donc ça va faire quoi? 10 moins 4, ça fait 6, fois 2 plus 8. 6 fois 2, ça fait 12, plus 8, ça fait 20. Donc oui, on obtient bien 20 quand on choisit 10 comme nombre de départ. La question 2, quel résultat obtient-on si on choisit moins 7 comme nombre de départ? Donc là, on fait exactement la même chose, c'est juste qu'on remplace le 10 par moins 7. Donc du coup, ça fait moins 7 moins 4 fois 2 plus 8. Donc moins 7 moins 4, ça fait moins 11 fois 2 plus 8. Ça fait moins 22 plus 8. Et moins 22 plus 8, ça fait moins 14. Et la question 3, c'est Zoé prétend que son programme est magique, car quel que soit le nombre choisi, le résultat est toujours le double du nombre de départ. A telle raison? Donc là, vous voyez, Zoé, là, elle fait une généralisation. Quand vous devez prouver une généralisation, on ne peut pas prouver avec des exemples. On ne peut pas juste faire avec des nombres et se dire, ah bah tiens, là j'ai pris 10, ça fait 20, là j'ai pris moins 7, ça fait moins 14, donc ça marche, donc c'est bon, c'est toujours le double. C'est pas parce que ça marche pour 1, 2, 10, 100, 1000 nombres que ça va marcher pour toujours. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est généraliser. Pour généraliser, au lieu de faire avec un nombre, on va utiliser une lettre. Donc là, on peut utiliser n'importe quelle lettre, ça peut être A, B, C, X, quoi que ce soit. Donc là, je vais utiliser X. Donc au lieu de partir d'un nombre connu, je vais commencer par X. Donc là, en fait, on a fait le calcul déjà. Donc c'est X moins 4 fois 2 plus 8. On est d'accord, on prend le nombre de départ, on soustrait 4. Après, on multiplie par 2 le résultat. Et après, on fait plus 8. Là, ben, ça, c'est de la distributivité. Donc là, c'est 2 fois X moins 2 fois 4 plus 8. Et sauf que là, vous voyez, là, ça fait 2X. Moins 2 fois 4, ça fait moins 8, plus 8. Et donc, ici, le moins 8 et le plus 8, ça se finit, et du coup, il ne reste plus que 2x. Et donc, vous voyez que si on prend x, ça nous donne, le résultat, c'est 2 fois x. Donc, c'est 2 fois le nombre de départ. Et là, comme on a fait la généralisation, qu'on a fait le calcul avec une lettre, qui peut être n'importe quel nombre, du coup, ben là, on a prouvé que quel que soit le nombre qu'on choisisse, on a toujours le double du nombre de départ au début. Donc Fred, il fait son programme de calcul sur Scratch, et ça nous donne ce programme-là. Et on nous dit démontrer que si le nombre de départ est x, le résultat obtenu avec le programme de Fred est 20x plus 50. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Donc on choisit un nombre, donc on a dit c'est x. Après, on fait, donc mettre résultat à réponse x 4, ça veut dire qu'on fait x x 4. Ensuite, on fait le résultat plus 10, et après, le résultat x 5. Donc tout ça, x 5. Et donc là, on calcule du coup. Donc là, c'est pareil que x fois 4, c'est 4x, plus 10 fois 5. Ça, c'est encore de la distributivité. Donc on fait 5 fois 4x plus 5 fois 10. 5 fois 4x, 5 fois 4, ça fait 20x. Plus 5 fois 10, ça fait 50. Donc là, on a bien trouvé, donc ça c'est la question 4, hein, on a bien trouvé que quand on met le programme de Fred, qu'on compare d'un nombre x, on tombe sur 20x plus 50. La question 5, on nous dit quel nombre faut-il choisir au départ pour obtenir 75 avec le programme de Fred. Ben là, on a 20x plus 50, on sait que le programme de Fred, c'est 20x plus 50. Et on nous dit, moi je veux que le programme de Fred, ça nous donne 75. Et donc en fait, ça, c'est l'équation, c'est une équation, et c'est l'équation à résoudre pour trouver x. Donc là, comment on fait? Je rappelle, pour résoudre une équation, il faut isoler x. Qu'est-ce que ça veut dire isoler x? On veut enlever tous les nombres qui sont du côté de x. Donc là, pour faire ça, on veut enlever le plus 50, donc on fait moins 50 à gauche et à droite. Donc là, ça va faire plus 50 moins 50, donc ça fait 0. Et de l'autre côté, ça va faire 75 moins 50. Donc ça va faire que 20x, c'est égal à 25. Et après, ça, 20x, c'est 20 fois x. Pour enlever le fois 20, on va faire diviser par 20 à gauche et à droite du égal. 20 divisé par 20, ça va faire 1, donc il va rester 1x ici. Et de ce côté, il va rester 25 sur 20. Et 25 sur 20, c'est égal, si vous simplifiez, c'est égal à 5 quarts. Et 5 quarts, c'est égal à 1,25. Donc x, quand il est égal à 1,25, le programme de Fred, c'est égal à 75. Vous pouvez vérifier, si vous faites 20 fois 1,25 plus 50, ça va faire 20 fois 1,25, ça fait 25, plus 50, ça fait bien 75. Et ensuite, la question 6. Constatant que son programme n'a rien de magique, Fred souhaite le modifier afin que le résultat soit toujours 20 fois plus grand que le nombre de départ. Recopier et compléter sur la copie la 6e ligne du programme pour que ça soit le cas. Donc là, en fait, il vous montre la 6e ligne, il faut juste compléter les deux bulles vertes. Je vous montre ce qu'il faut faire. En fait, il faut marquer la ligne, il faut mettre donc dans la première boule verte, il faut mettre résultat, parce que mettre résultat à résultat, moins 50. Alors pourquoi moins 50? Parce que si on a 20x plus 50,
et qu'on fait moins 50, 50 moins 50 ça va s'annuler, il va rester 20x. Et du coup, si on part de x, on trouvera 20x à la fin, donc ça sera 20 fois plus grand. Donc en fait, il faut enlever 50 à ce programme. Donc c'est pour ça qu'on ajoute cette ligne là que je vous montre. C'est mettre le résultat à résultat moins 50, et du coup, quand on part de x, ça sera toujours 20x. Et donc ça, c'est la fin de l'exercice 4. Donc l'exercice 5, un garage propose deux options au client. Option d'achat, prix d'achat de la voiture 22 400 €, assurance obligatoire 75 € par mois, ou une option location 425 € par mois, assurance comprise. L'objectif de l'exercice est de comparer les deux options. Donc, la partie 1, on vous dit montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300 €. Donc la première année, on paye 22 400 et après on vous dit on paye l'assurance obligatoire qui est de 75 € par mois. Donc au bout d'un an, on aura payé l'assurance 12 fois. Donc on fait 22 400 plus 75 fois 12. Et donc ça, si vous faites ça à la calculatrice, ça fait 22 400 plus 900. Et donc ça fait bien 23 300 €. Ensuite, après 36 mois, calculez l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Donc après 36 mois, le client, il aura payé quoi? Donc l'option location, c'est 425 € par mois. Et on vous dit, après 36 mois, combien il aura payé? Donc on fait 425 fois 36. 425 fois 36, ça fait 15 300 €. Et au bout de 36 mois, il faut calculer l'option achat. Donc ça, c'est l'option location. Hein. Et l'option achat, du coup, au bout de 36 mois, on aura payé les 22 400 qui n'ont pas bougé. Hein, c'est le truc qu'on a payé une seule fois. Plus 75 fois 36. Et du coup, ça fait 22 400 plus 2700. Et donc ça fait 25 100 €. Donc d'un côté, avec la location, on a payé ça. Avec l'achat, on a payé ça. Donc la différence, c'est 25 100 moins 15 300. Et donc ça fait 9 800 € d'économie. Donc si on prend la location juste pour 36 mois, avec la location, on fait 9 800 € d'économie. Ensuite, afin de comparer les dépenses correspondant à ces options, le client a réalisé le tableau suivant à l'aide d'un tableur. Donc je vous l'affiche là, le tableau. Quelle formule doit être saisie dans la cellule B3? Donc B3, je vous rappelle, c'est les coordonnées comme à la bataille navale. B, c'est la colonne et 3, c'est la ligne. Donc après, vous prenez la colonne et la ligne et l'intersection, c'est les coordonnées de cette case. Donc dans la cellule B3, quelle formule doit être saisie pour qu'après, quand on l'étende jusqu'à la cellule F3, ça nous donne tous les prix, toutes les dépenses en euros avec l'option location. L'option location, c'est 425 € par mois. Et vous voyez, dans la cellule B1, il y a le nombre de mois. Donc la cellule B1, il y a écrit 12 mois. La cellule C1, il y a écrit 24 mois. La cellule D1, il y a écrit 36 mois. La cellule E1, 48 mois, etc., etc. Donc ça, c'est le nombre de mois. Donc en fait, pour les dépenses en euros en option location, c'est juste 425 € par mois. Donc c'est juste 425 € fois le nombre de mois. Donc dans la cellule B3, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre 425, donc ça c'est la dépense par mois, fois la case B1. Et après, quand vous allez les tirer vers la droite, en fait, le B1, il va se transformer en C1. Pour la case C3, ça va se transformer en C1. Pour la case D3, ça va se transformer en D1. Ça va toujours multiplier 425 € par le nombre de mois. Et donc, du coup, ça va vous donner ça. Donc, la formule à écrire dans la case, c'est celle-là. Ensuite, la partie B. Alors là, c'est la partie des fonctions. On souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note X, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. Donc, X, c'est le nombre de mois. La fonction G, permettant de calculer la dépense correspondant à la location, et du coup, G de X égale 425X. Pourquoi? C'est 425 fois le nombre de mois. Déterminer l'expression f de x permettant de calculer la dépense correspondant à l'option achat. Donc f de x, qu'est-ce que c'est? Déjà, l'option achat, à chaque fois, c'est on a payé 22 400 € à la base. Donc ça ne change pas. Et après, c'est quoi qui change? La variable, c'est quoi? Tous les mois, on paye combien? Vu que x, c'est le nombre de mois, tous les mois, on doit payer combien? Dans l'option achat, vous voyez que c'est 75 € par mois. Donc en fait, on va payer ça plus 75 fois le nombre de mois. Et on a dit x, c'est le nombre de mois là. Donc du coup, là, c'est plus 75x. Donc f de x, c'est 22 400 plus 75x. Donc ça, c'est la question 4. Après, la question 5, et qui est la dernière question du sujet, c'est sur le graphique de la page suivante, on a tracé les courbes représentatives. Donc là, je vous l'affiche là aussi. Donc vous avez les deux courbes. Vous avez la courbe de g. Donc CG, c'est la courbe de la fonction g, et CF, c'est la courbe de la fonction f. Et donc là, vous voyez que la courbe de la fonction g, la courbe de la location, au début, elle est moins chère que la fonction f, parce qu'en fait, la location, au début, c'est moins cher, mais au plus le temps passe, au plus vous allez payer beaucoup plus après que l'achat, où au début, vous avez payé plus, parce qu'en fait, c'est les 22 400 € que vous payez d'un coup qui font très mal, mais après, vu que vous payez que 75 € par mois, alors que là, vous payez 425 € par mois, au bout d'un moment, ça compense. Et là, on vous dit, par lecture graphique, déterminer à partir de combien de mois l'option d'achat est la plus avantageuse. Donc là, la lecture graphique, c'est quoi? Là, vous voyez, la partie gauche du graphique,
vous voyez que CF, elle est au-dessus de CG. Donc la courbe de F, la courbe de l'achat, elle est au-dessus de la courbe de l'allocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vu que l'axe des ordonnées, c'est le prix, si la courbe de F elle est plus haute, ça veut dire que c'est le prix qui est plus haut, donc vous avez payé plus. Et du coup, quand CF elle est au-dessus, ça veut dire que l'achat coûte plus cher. Et après, par contre, quand c'est CG qui passe au-dessus, ça veut dire que c'est la location qui devient plus chère. Donc en fait, le moment où ça change, c'est pile l'intersection des deux droites. Donc là, après, il faut regarder les coordonnées de l'intersection des deux droites, et comme ça, vous pouvez savoir exactement à partir de quel prix, mais surtout la question qu'on vous demande, c'est à partir de combien de mois l'option d'achat est la plus avantageuse. Et donc, vous prenez l'intersection, après vous descendez sur l'axe des abscisses, parce que l'axe des abscisses, c'est la durée en mois. Donc vous descendez perpendiculairement à l'axe des abscisses, vous descendez sur l'axe des abscisses, et vous allez tomber sur le nombre de mois, et si vous faites la lecture graphique, là je vous affiche la correction, ça donne 64 mois. Donc au bout de 64 mois, l'option achat vous coûte moins cher que la location. Donc 60 mois, ça fait 5 ans, donc c'est 5 ans et 4 mois. Quoi. Donc voilà, c'est la fin de ce sujet de brevet de 2025, sujet de métropole. Je vous mets des chapitres dans la description pour que vous puissiez retrouver les exercices 1, 2, 3 par rapport à vos thèmes, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été un peu longue à tourner et à visionner, j'imagine aussi. Donc pour ceux qui sont encore là à la fin, merci d'avoir visionné jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, je pense que je vais faire plus de corrections comme ça de brevet, et peut-être après je passerai à des corrections de sujets de bac. Plus tard, quand j'aurai fait faut que je fasse des vidéos aussi sur le lycée. Et donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos.